Très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre à l'heure, c'est parfait. Donc, ravi de vous accueillir tous pour ce troisième épisode de nos aventures qui ne ressemble jamais aux précédentes, puisque on a commencé en 2017 avec un nouveau budget, puis enfin avec l'examen d'un tout premier budget, puis des circonstances qui nous avaient amené à réviser quelques-uns des calculs qu'on avait fait auparavant. Et là maintenant, on est dans un environnement complètement différent, évidemment, puisqu'il s'agit autant de comprendre ce qui va se passer l'année prochaine avec ce nouveau budget que tout simplement comprendre ce qui nous arrive maintenant. Quelle est exactement l'interprétation qu'on peut donner de cette crise, des mesures qui ont été prises et comment éventuellement extrapoler les choses avec ou sans l'hypothèse d'une reprise rapide au cas où on trouverait un vaccin. Donc tout ça fait qu'on est en plein cœur de l'actualité. On aura à partir de 15 heures une discussion qui sera animée par François Langlais, que je suis très heureux de remercier de sa participation régulière à cette conférence annuelle sur le budget. Merci vraiment beaucoup, François. Merci à vous. À 15 heures avec les conférenciers. Je donne la parole tout de suite à Antoine pour dire aussi son mot d'introduction. Bonjour à tous. Merci Daniel pour ces mots d'introduction. Alors, moi, je vais faire un peu plus de remerciements officiels. D'abord pour répéter. Donc, moi, je suis le directeur de l'Institut des politiques publiques, l'IPP. C'est un centre de recherche qui est dédié à l'évaluation des politiques publiques, qui est porté par PSE, l'École d'économie de Paris, et le Jeunesse, le groupe des écoles nationales d'économie et de statistique, qui, par exemple, l'ENSAE et le CREST sont des écoles et des laboratoires. Je remercie d'ailleurs Catherine Gaudy, la directrice du Jeunesse, et Jean-Olivier Hérault, le directeur de PSE, pour le soutien constant apporté à l'IPP. Alors, je remercie évidemment aussi le CEPREMAP et son directeur, Daniel Cohen. Le CEPREMAP et l'IPP sont très complémentaires sur beaucoup des travaux d'évaluation de politique publique, et notamment pour cette évaluation des mesures budgétaires, l'approche macroéconomique, les approches sur les entreprises, les approches sur les ménages. Ce sont différents prismes qu'on veut avoir. Et les deux centres ont aussi en commun le fait de vouloir faire un pont entre la recherche universitaire et le débat public, et le faire du moment démocratique par excellence, c'est-à-dire du débat budgétaire. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel et dans nos ADN. Alors, je remercie aussi les membres de la commission des finances, nos députés qui ont accepté de venir cette année encore débattre sous la houlette de François Langlais. Alors, cette année, il va sans dire, c'est ce que Daniel Cohen a déjà dit dans son temps d'introduction, c'est que c'est un exercice un peu particulier, à la fois par l'ampleur du choc, l'ampleur des mesures, et puis l'ampleur de l'incertitude qui reste aujourd'hui, même sur l'année 2020, alors même qu'on est mi-novembre, il reste une forte incertitude sur la fin de l'année, et sans parler de l'incertitude pour l'année prochaine. Alors, pour le dire tout net, cette année, nous ne ferons pas une analyse chirurgicale très très fine et précise de qui sont les gagnants et les perdants des mesures budgétaires. On va d'abord se consacrer à qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2020, essayer de décrypter les effets, essayer de comprendre comment le choc a été distribué et quelles sont finalement la limite ou pas de ce qu'on va pouvoir arriver aujourd'hui à la date du 16 novembre, pouvoir dire. Ce n'est pas un travail qui est définitif, ça va être plutôt qu'est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire en termes de mesures, d'analyse à la fois du choc et des mesures qui ont été prises. Mais malgré ces limites-là, qui sont importantes, il y a eu un travail très important qui a été fait ces dernières semaines. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à avoir de l'accès à des données récentes, à la fois des données qui sont de haute fréquence sur l'activité, la mobilité, les données sur la consommation d'électricité, mais aussi les données sur les mesures prises par le gouvernement, sur les mesures d'urgence, les distributions du chômage partiel, de l'activité partielle, les faillites. Et toutes ces données, en fait, ont été mobilisées pour faire les analyses qu'on va vous présenter. Alors, j'en profite pour remercier les administrations qui nous ont permis l'accès à ces données. Alors, elles sont nombreuses, France Stratégie, la DARES, la DGFiP, BPI France, l'ACOS, BODAC, et puis aussi, je remercie la statistique publique, l'INSEE, le comité du secret statistique et le CSD qui ont permis qu'on puisse accéder à ces données dans un temps très court et dans un cadre sécurisé pour ces données individuelles. Donc,
On aura 3 présentations. L'analyse macroéconomique par Thomas Brand, le directeur du pôle de l'Observatoire macro du CEPREMAT. L'analyse sur les entreprises qui a été réalisée par Laurent Bach, Nicolas Liot, Arthur Gouillouzic et Clément Malguir. Et enfin, l'analyse sur les ménages réalisée par Paul Dutronc-Postel, Brice Fabre et Chloé Lallemand. Alors, je dois vous présenter les règles de fonctionnement de la conférence. Il y a plus de 300 personnes qui se sont inscrites. Donc, on va prendre les questions sur le chat. Et puis, Sylvain Riefenstern va jouer le rôle de Monsieur Loyal en essayant, à la fin de chaque présentation, d'essayer de rassembler ces questions sous ces différents types de questions pour les diriger vers les intervenants, pour qu'on puisse arriver à vous donner le maximum de réponses suite à la présentation. Mais je ne vais pas prendre plus de temps et tout de suite, nous allons commencer par la première des présentations, l'analyse macroéconomique. Donc, Thomas Brand, directeur de l'Observatoire macro du CEPREMAP. Alors, Thomas, c'est à toi pour cette première présentation sur l'impact de la crise et des mesures budgétaires, vraiment l'analyse macroéconomique. Et le son, hein, Thomas. Bien, bonjour à tous. Merci Antoine. Je suis ravi d'effectuer l'analyse macroéconomique de l'impact de la crise et des mesures budgétaires. C'est donc avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup d'humilité que je me livre à cet exercice. Beaucoup d'humilité face à une crise d'une ampleur exceptionnelle, multiforme, que ce soit sur le plan sanitaire, humain, social et économique. Et pour prendre la mesure de cette crise, je vous invite juste en guise de préambule à nous ramener à ce qu'on pensait être la croissance économique en octobre 2019, soit il y a un an. Et donc, dans le rapport économique, social et financier, on s'aperçoit que la croissance économique aurait été de l'ordre de 1,5% en 2020 et continuer sur ce trend-là les années suivantes. Les dépenses publiques auraient pu diminuer pour converger progressivement vers 50 points de PIB. Les prélèvements obligatoires diminuant aussi sensiblement, quoique moins vite que les dépenses, permettant une diminution de la dette publique en part de PIB à partir de 2021. Et puis le choc de la crise sanitaire est arrivé. Et là, voilà où nous en sommes aujourd'hui, des projections dans le rapport économique, social et financier d'octobre 2020. On voit donc une croissance qui serait de l'ordre de moins 10% en 2020 avant un rattrapage, des dépenses publiques qui augmenteraient très, très, très fortement en 2020 pour atteindre l'ordre de 63 points de PIB, des prélèvements obligatoires qui, eux, se maintiendraient et par ce double effet, une dette publique qui atteindrait 118 points de PIB en 2020. Donc ça, c'est pour prendre la mesure globale de la crise. Je veux d'emblée rappeler la manière dont on qualifie maintenant cette crise de double crise. Une double crise est donc un choc, on a l'habitude maintenant d'appeler ça un choc d'offre keynésien. Donc, pour rappeler un peu les étapes et la mutation de cette crise, il faut d'abord se souvenir que c'est un choc d'offre sur l'offre de travail d'un grand nombre de travailleurs dans plusieurs secteurs particulièrement touchés, avec l'interruption d'activité d'une partie de la main-d'œuvre et par percolation, finalement, la désorganisation des chaînes de production et d'approvisionnement dans d'autres secteurs qui étaient moins touchés au préalable, mais donc il y a un effet de diffusion. Et puis, ces diffusions s'enchaînent encore davantage pour aboutir à une chute de la demande, de la consommation des ménages dans un climat de montée du chômage et des craintes que cela entraîne, avec les restrictions sanitaires, évidemment. Ce climat d'incertitude sur les débouchés pèse aussi dans les décisions d'investissement des entreprises. Et puisque la crise est mondiale, la chute de la demande des partenaires commerciaux de la France et c'est d'ailleurs particulièrement vrai en France, la chute des revenus du tourisme international pèse sur notre économie. Alors, face à cette crise, je l'ai dit, d'une ampleur exceptionnelle, ce que je vous propose de faire, c'est un petit retour en arrière, voire très en arrière,
pour comparer ce qui se passe, disons, pendant la crise sanitaire et ce qui s'est passé dans les précédentes grandes crises du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc, je prendrai pour ça l'indice de production industrielle. Donc, la base 100, c'est le pic, le mois du pic juste avant la crise. Et c'est là qu'on va comparer l'Allemagne, les États-Unis et la France. Donc là, vous voyez pour les 3 pays une chute brutale, un peu plus prononcée pour la France, et puis une reprise aussi, elle, très rapide. Si on compare cet indice de production industrielle à ce qui s'est passé lors de la grande récession, on s'aperçoit qu'on atteint finalement donc la grande récession, donc après la crise financière de 2008, a été elle aussi violente, mais on s'en aperçoit aujourd'hui beaucoup moins violente et rapide que la crise que nous traversons. Si on prend encore un peu plus de recul historique pour voir ce qui s'est passé lors de la Grande Dépression des années 30, on s'aperçoit là encore que la propagation a été beaucoup plus lente. Et aujourd'hui, nous sommes finalement à un tournant. Nous sommes à peu près à des niveaux de production qui sont semblables à ceux des précédentes crises. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir, pendant ce deuxième confinement, si on va réussir à continuer sur la trajectoire de reprise initiée depuis juin, ou si ce deuxième confinement va nous amener à aggraver sensiblement le tissu productif et où on aura peut-être plus de mal à s'en remettre. Donc, les nouvelles questions posées par cette crise sont au moins de 3 ordres. La première est une question de mesure. Mesurer la rapidité de propagation du choc, d'un choc, je l'ai dit, très hétérogène selon les secteurs d'activité et selon les types de ménages. La seconde question, celle de la prévision des conséquences économiques particulièrement délicates entre le deuxième confinement et le premier confinement. Et enfin, la question de l'évaluation des politiques publiques mises en place. Tout ça dans un contexte, je le rappelle, de forte incertitude, évidemment. Une parenthèse, cela dit, méthodologique, c'est que pour essayer de répondre à ces questions nouvelles, on utilise des outils dont on s'est doté au CEPREMAP au fil des années, qui présentent une certaine pertinence, il nous semble, pour penser des interactions multiples entre les grandes variables économiques. Donc, j'utiliserai des modèles d'équilibre général, des modèles à facteurs dynamiques et des outils développés en propre au CEPREMAP, DINAR pour utiliser les modèles que j'ai mentionnés, et DBnomics, une grande base de données qui réunit des données à la fois d'instituts statistiques et des données haute fréquence. Ces solutions sont libres et gratuites et donc réutilisables par l'ensemble des chercheurs, mais aussi des praticiens et des citoyens intéressés. Donc, sans plus attendre, la mesure de la crise. Donc, l'exercice que je vais décrire maintenant est le suivant. Il s'agit de faire des prévisions économiques instantanées, dites de nowcasting. Donc, pour cela, on se dote d'un modèle à facteurs dynamiques. J'ai réalisé avec Frédéric Caramé. L'idée est de prendre une batterie d'indicateurs mensuels sur l'état de la France et d'essayer d'en extraire des tendances communes qui pourront nous aider à prévoir l'évolution du PIB. L'avantage d'une telle méthode, qui est d'ailleurs largement utilisée dans beaucoup d'institutions publiques de par le monde, est de prendre en compte des données les plus récentes, malgré les décalages de publication. Et cette méthode s'avère relativement bonne, au moins aussi bonne, si le modèle est bien fait, évidemment, que le consensus des économistes. Donc, plus concrètement, on a mobilisé 127 séries mensuelles sur la France, ses grands partenaires commerciaux. Cette base est mise à jour automatiquement via DBnomics. Ce qu'on en tire, en tout cas par le passé, c'est ce que le modèle nous permet de prédire. C'est en rouge vis-à-vis de ce qui est observé en noir. Donc, on voit qu'on parvient avec un tel modèle à comprendre et à simuler à la fois les périodes de forte croissance et les périodes de récession. Donc, c'est une manière d'entraîner notre modèle et de vérifier sa validité. Et puis, quand on l'applique à la situation actuelle, on s'aperçoit qu'on arrive assez bien à reproduire le creux du deuxième trimestre de 2020, puis la période de rattrapage au troisième trimestre. Et donc, notre projection pour le quatrième trimestre est de l'ordre de moins 4% en croissance trimestrielle.
J'y reviendrai. Parmi les données qu'on mobilise, donc parmi les 127 séries mobilisées, il est aussi possible de faire des projections. C'est là qu'on voit, donc je ne vais pas insister, en tout cas pas tout de suite, sur chacune d'elles, mais vous voyez que les demandeurs d'emploi, d'après les dernières données de début novembre qu'on introduit dans notre modèle, donc qui intègrent le tout début du confinement, on voit que les projections de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi réaugmenteraient novembre-décembre, qu'en revanche, et que l'indice de production industrielle fléchirait, tout comme d'ailleurs les mises en chantier dans le secteur de la construction et les perspectives d'activité dans les services. Finalement, l'étape suivante est de chercher à qualifier le deuxième confinement par rapport au premier. Et donc, a priori, on pense que ce deuxième confinement pourrait se révéler moins coûteux pour plusieurs raisons. La première, c'est que les mesures de mise en place de protection sanitaire se révèlent assez efficaces et permettraient un maintien de l'activité dans plusieurs secteurs. Il y a aussi un effet d'apprentissage des entreprises, sur le télétravail notamment. Et enfin, le maintien d'établissements scolaires ouverts permet aussi aux parents de jeunes enfants de continuer à travailler comme habituellement. Mais là, l'exercice que je vous propose maintenant est un peu différent du précédent. C'est qu'on va essayer, pour qualifier et pour mesurer l'impact de ce deuxième confinement, de regarder l'apport de données haute fréquence. Les données haute fréquence, ce sont des données, vous allez voir, de mobilité, des données de consommation d'électricité qui ont été récemment introduites dans DBNMX grâce à un partenariat entre la Banque de France, le CEPREMAP et l'OCDE. Et ces données-là que je vais présenter, elles ont vocation, dans un futur qu'on espère proche, à être introduites dans le modèle précédent, mais pour plein de raisons méthodologiques, on n'a pas encore pu le faire. Donc, un premier exemple, je vais me focaliser sur deux grands types d'indicateurs. Les premiers sont les indicateurs de mobilité et les seconds, c'est d'électricité. Donc, pour la mobilité, on regarde par exemple la mobilité dans des usagers de transport, notamment de transport public, dans les grandes capitales européennes depuis mars. Donc, on voit bien une chute en avril de l'ordre de 90-95%. Donc, si on s'intéresse avec un rebond qui est particulièrement visible pour Paris. Donc, quand on se focalise sur Paris, on voit que le confinement, a entraîné une chute de 90 points de PIB et 2 de 75 points de PIB. 75 points par rapport à la référence. Excusez-moi. Si on s'intéresse à un autre indicateur de mobilité qui est construit par Google, qui présente l'avantage d'être par type de lieu visité par les utilisateurs. Donc, en gros, on a des grandes catégories, alimentation et pharmacie, vous voyez en haut à gauche, commerce et loisirs, lieu de travail et transport en commun. Donc là, on peut comparer la France avec d'autres grands pays. Et si on s'intéresse après à la France uniquement et qu'on compare les effets du deuxième confinement par rapport aux effets du premier, on s'aperçoit que on varie entre un tiers de la chute du premier confinement pour l'alimentation à 2 tiers pour les commerces et loisirs, 56 points pour le deuxième contre 85 pour le premier. Et pour la fréquentation des lieux de travail et des transports en commun, on est environ à un rapport de 1,5, de 1 sur 2. Si maintenant on regarde la consommation d'électricité totale, donc là, ce graphique, je m'y arrête une minute pour être sûr d'être très explicite. Vous voyez la consommation d'électricité journalière depuis mars jusqu'à novembre, et cela pour différentes années. Donc, vous pouvez vous focaliser l'année 2020 et l'année en orange. Donc, si maintenant on s'intéresse à l'année 2020 en orange et qu'on la compare à la moyenne des 4 années précédentes, 2016 à 2019, on voit qu'il y a a priori eu une sous-consommation d'électricité pendant les mois de confinement, c'est-à-dire avril-mai. Donc là, c'est les mois qui apparaissent, donc la sous-consommation apparaît en grisé, et en revanche, la surconsommation d'électricité en 2020 par rapport à la moyenne apparaît en zone orangée ici. Alors,
Cela dit, cette mesure est imparfaite pour une raison, au moins une, c'est que la consommation d'électricité varie aussi en fonction des températures et qu'on peut estimer que les mois qui sont particulièrement froids, la consommation d'électricité sera plus haute, plus élevée que la moyenne. Ça, on s'en aperçoit dans ce graphe. Et du coup, pour corriger de ces effets de variation de la température sur la consommation d'électricité, on décide de regarder la consommation d'électricité par type de client. Donc là, c'est les données Enedis. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on isole en termes de grandes entreprises, PME, PMI, c'est le cadran en haut à droite, et puis en bas à gauche, résidentiel. Et l'hypothèse qui me paraît plausible, c'est que le résidentiel capte l'essentiel des variations de température. Donc finalement, la consommation d'électricité des grandes entreprises et des PME, PMI est purgée au moins partiellement des variations de température. Et c'est là qu'on voit que vraiment, il y a bien eu une sous-consommation d'électricité dans les grandes entreprises et dans les PME, PMI pendant la première phase du confinement, de l'ordre de 20% pour les grandes entreprises et de 27% pour les PME, PMI. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau deuxième confinement, c'est-à-dire ici, là, si vous voyez bien ma souris, et ici, on voit que pour l'instant, en tout cas, et donc on a les données jusqu'à fin octobre, parce que Enedis publie ces données avec 2 semaines d'intervalle. Quand on regarde ces données, pour l'instant, peu de choses se passent sur la consommation d'électricité. D'autres indicateurs pourraient s'avérer utiles pour mesurer l'activité et comparer les 2 confinements. Là, je vais passer très brièvement sur la qualité de l'air. On voit que, là encore, une des comparaisons entre pays. Et ce qu'on voit, c'est que pendant le confinement, le premier, il y a une baisse de 40% de la concentration de dioxyde d'azote en France. Et qu'en revanche, lors du deuxième confinement, en tout cas le début du deuxième confinement, cette baisse est plus difficile à distinguer. Et pour avoir une vision un peu plus sectorielle, il ne faut pas oublier non plus que même si d'un point de vue assez global, on voit que ce deuxième confinement semble avoir été moins coûteux, il n'empêche que pour certains secteurs, et notamment là, le secteur de l'aviation, on voit des pertes, les pertes qui ont eu lieu en avril-mai ont été difficilement rattrapées par la suite, et que là encore, le deuxième confinement les touche particulièrement. Donc finalement, quel est le bilan qu'on peut en tirer ? Rappelons d'abord les prévisions des différents instituts. Selon l'INSEE, l'acquis de croissance pour 2020 à la fin du troisième trimestre est de l'ordre de moins 8,3% et octobre est de l'ordre de moins 5% par rapport à la normale. Le Trésor table sur un mois de novembre de l'ordre de moins 20% par rapport à la normale et une croissance annuelle de moins 11%. La Banque de France, quant à elle, estime que le mois de novembre est de l'ordre plutôt de moins 12% par rapport à la normale. Donc, qu'en penser ? Donc, pour rappel, le modèle à facteurs que j'ai présenté préalablement indique une croissance au trimestre 4 de l'ordre de moins 4, soit c'est un scénario compatible avec ce moins 4, c'est un mois de novembre et un mois de décembre à l'ordre de moins 12% par rapport à la normale. Nos indicateurs de mobilité tablent plutôt sur entre 1/3 et 2/3 du choc du premier confinement, ce qui correspondrait à une perte d'activité en novembre entre moins 10 et moins 20% par rapport à la normale. Donc finalement, si on regroupe ces indications et ces prévisions, on aboutirait à 2 scénarios pour la croissance de 2020. Un scénario haut avec un mois de novembre qui correspondrait à 1/3 du choc d'avril et un rebond en décembre. À ce moment-là, la croissance française en 2020 serait de l'ordre de moins 8,6%. Et un scénario bas avec un mois de novembre qui serait plutôt des 2/3 du choc d'avril et sans rebond en décembre. Et là, on serait plus proche de moins 11%. Je passe à la deuxième partie d'évaluation des politiques publiques mises en place après la crise. Et j'aborde tout de suite, c'est la question d'un arbitrage entre la durée et la sévérité de la crise. Cet arbitrage qui peut se poser pour les politiques. L'idée est la suivante.
on peut imaginer deux scénarios. Un scénario où une crise pourrait être moins violente, mais potentiellement plus longue. Et on se pose la question si ce scénario-là est préférable ou pas à une crise violente, mais relativement courte. Si elle est violente et relativement courte, l'idée sous-jacente, c'est que le confinement est très, très strict et on parvient à réduire très rapidement la propagation du virus. Donc, il y a plein de manières de répondre à cette question, qui est extrêmement vaste. Donc, on va s'intéresser uniquement au cas de l'emploi. Ça, c'est un modèle qui a été initié par Lango et Candoussi, qui font cette hypothèse pour comparer les deux scénarios que j'évoque. Ils font une hypothèse de même volume de réduction des débouchés dans les deux, mais les pertes sont plus ou moins étalées dans le temps. Donc, c'est une manière d'isoler l'effet durée. Donc, les résultats sont les suivants. On s'intéresse, comme dans la plupart de ces modèles de marché du travail en macro, à deux flux, les flux d'embauche et les flux de destruction. Les flux d'embauche sont relativement similaires dans les deux scénarios, c'est-à-dire qu'ils sont nuls, quasiment nuls, au début de la crise. En revanche, la différence se fait sur le volume de destruction d'emplois. Leur nombre sera plus faible si la crise est moins violente, dans la mesure où la crise va toucher, dans ce cas-là, ne va pas toucher des professions intermédiaires, si la crise est peu violente. Et donc, la hausse du chômage sera plus forte uniquement dans le cas relativement plus forte dans le cas de la crise violente par rapport à la crise plus étalée. La conclusion, c'est que la vitesse de retour au niveau pré-crise sera plus lente dans la crise violente du fait de plus grandes difficultés à la réembauche et que, implicitement, cela justifie toute l'importance des mesures de chômage partiel. Si maintenant, on prend une perspective un tout petit peu plus large sur les mutations de la crise que j'évoquais en introduction. La crise, je l'ai dit, il y a à la fois un effet d'offre et puis qui se transforme et qui se en effet de demande. Et là, on le voit bien dans les enquêtes de l'INSEE à travers ces graphes. Au début du premier confinement, les entreprises rapportaient surtout des problèmes d'offres qui ont rapidement chuté et pour faire la place à des problèmes essentiellement de demande. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec les opportunités d'épargner des ménages qui sont jugées de plus en plus importantes au fil de l'approfondissement de la crise. Alors, face à cette chute formidable de la demande, l'État, et les mesures prises par le gouvernement ont permis de sauver la destruction de l'appareil productif, des destructions d'emplois, elles ont permis de sauver des destructions d'emplois, des destructions de capital, et cela au prix d'une dette publique qui a cru considérablement. C'est ce que vous voyez là au début 2020. Cela dit, ça, c'est sans doute la manière la plus efficace de répondre à la crise dans un contexte où les charges d'intérêt sur la dette publique en part de PIB, et là je le rappelle, depuis 20 ans, n'ont cessé de diminuer pour passer de 3% à 1,5%. Donc finalement, il semble y avoir un consensus en tout cas relatif, sur ces mesures d'urgence prises par le gouvernement dès fin mars, dès avril. Ces mesures d'urgence ont maintenant fait place à plutôt des mesures de relance. Et c'est là que je veux m'arrêter pour finir cette présentation, sur ces mesures de relance dont la philosophie est très différente des mesures d'urgence. Tout d'abord, ces mesures de relance, j'insisterai sur le fait qu'elles sont à la fois du côté de la demande, avec des investissements publics, aussi des soutiens aux ménages, et puis un volet offre. La baisse de la fiscalité des entreprises, etc. L'idée de ce plan de relance, de France Relance, est bien d'imaginer la France d'après et de se doter des moyens pour la mettre en œuvre. C'est donc finalement, et c'est presque un peu paradoxal, en tout cas pour un macroéconomiste, c'est qu'on parle d'une relance, mais d'une relance structurelle. Et d'ailleurs, un chiffre l'indique, c'est que sur 2020-2025, quand on somme les mesures prises, a priori, un tiers seront sur la demande, d'ailleurs prise en premier, et 2 tiers sur l'offre. Ce qui correspond, du coup,
l'analyse que je vais faire porte plutôt sur 2021, avec une aggravation du solde public de l'ordre de 37 milliards, soit un tiers des 100 milliards annoncés. Donc, je vais finir par là. J'ai 3 remarques sur ce plan de relance. La première porte sur les effets de l'investissement public. Selon le rapport économique, social et financier, ces effets d'un accroissement de l'investissement public sont positifs, mais uniquement à court terme. Et là, c'est là que… Donc, moi, je ne suis pas là pour juger évidemment des décisions politiques, mais pour voir, pour mesurer l'efficacité sur un plan académique des mesures mises en place. Et là, il semble que, alors d'une part, d'après le modèle d'équilibre général du CEPREMAP, mais aussi, il y a un relatif consensus dans la littérature pour montrer qu'il y a des effets de demande à court terme de l'investissement public, mais aussi des effets d'offre à long terme qui sont potentiellement importants, avec de fortes complémentarités entre le capital public et le capital privé. Et la lecture du Fiscal Monitor, de tout un chapitre du Fiscal Monitor du FMI d'octobre 2020, montre aussi des effets multiplicateurs potentiellement supérieurs à 1, et en tout cas très souvent supérieurs aux autres types de relance de l'investissement public. Et tout cela est renforcé dans ce contexte d'incertitude qui réduit l'investissement privé, dans un contexte aussi de bilan fragilisé des entreprises, de capital humain déprécié. Le FMI parle de multiplicateurs potentiellement supérieurs à 2 à un horizon de 3, 4, 5 ans. Donc là, on voit qu'on est assez loin de ce consensus, et peut-être que cette évaluation a du coup, en amont, un impact sur les choix politiques qui ont été faits. La deuxième remarque c'est l'effet de la baisse des impôts sur la production de 10 milliards par an, sans doute un peu moins via les retours d'IS. L'IPP en parlera mieux que moi. Selon le RESF, là encore, l'impact à court terme est de l'ordre de 0,1 point de croissance, et puis un demi-point à moyen terme. Et peut-être qu'en 2021, cet effet est sous-estimé si cette réduction d'impôts atténue les contraintes financières des entreprises. Et qu'en revanche, cette estimation nous semble plutôt optimiste, notamment si l'on considère le financement de cette mesure qui s'avère pérenne. Enfin, la dernière remarque sur le financement global de ce plan de relance. Donc, il y a bien eu explicitement un cantonnement de cette dette Covid avec, c'est évoqué dans le rapport, une possible affectation des recettes dédiées. Alors, l'un des enseignements qu'on tire, nous, de notre modèle, c'est que les multiplicateurs budgétaires dont on a parlé avant peuvent varier très fortement en fonction des types d'ajustements budgétaires, des types de financement qui suivent. Alors, évidemment qu'un financement par la dette publique est possible, et du coup, les multiplicateurs envisagés peuvent rester en l'état. Et c'est d'ailleurs peut-être une issue qui permettrait à tout le moins de ne pas reproduire l'erreur d'après 2011 d'un ajustement budgétaire trop rapide. Je vous remercie. Super, merci Thomas. Donc, je suppose, Sylvain, vous posez les questions qui ont été mises sur le site, c'est ça? Oui, bonjour à tous, absolument. Allons-y. Bonjour Thomas, bonjour Daniel, bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Alors, on a une question de Marion Monet qui se demande s'il y a des projections qui ont été faites par type de secteur d'activité. Alors, tu l'as aussi sur le chat, Thomas, hein, la question en entier. Oui, voilà, donc je la lis. Donc, les projections suggèrent que les conséquences sur l'activité économique du deuxième confinement sont moins sévères que lors du premier. Est-ce qu'il y a des projections qui ont été faites par type de secteur d'activité? Elle pense notamment à la culture, la restauration, le tourisme. Alors, donc, il est possible d'adapter le modèle dont j'ai parlé pour avoir une approche un peu plus fine sectoriellement. Ce qui est vrai, c'est que
il est très vraisemblable que d'un point de vue très macroéconomique, le deuxième confinement soit moins coûteux que le premier. Il n'empêche que, et c'est très important, c'est que sectoriellement, ce constat-là ne s'applique pas à tous les secteurs, malheureusement. Et donc là, il est mentionné la culture, la restauration et le tourisme. Effectivement, une deuxième vague dans le secteur des services, ça pourrait contribuer à alourdir encore le fardeau pour eux et peut-être entraîner davantage de faillites. Donc ça, et du coup, les cicatrices de la crise seraient bien plus longues dans ces secteurs à être réparées. Donc là, c'est effectivement c'est une possibilité. On pourra dans les semaines qui arrivent affiner un peu plus, c'est notre projet, ces projections sectorielles et répondre peut-être un peu plus finement à ce type de questions. Je crois, juste pour ajouter un point, je crois que ça renvoie à l'arbitrage dont tu parlais avec l'arbitrage durée versus intensité. On comprend très bien l'argument du modèle de François Langot et de son co-auteur, que peut-être il vaut mieux que ça dure un peu plus longtemps et moins intensément, parce que les décisions irréversibles ne sont pas prises, qui consistent à fermer ou à licencier, sauf pour les secteurs pour lesquels, justement, cet arbitrage est très défavorable, parce qu'ils font partie des secteurs pour lesquels ce n'est pas une activité partielle, mais vraiment une fermeture totale qui durerait plus longtemps si on mettait plus de temps à résorber la crise sanitaire. Donc effectivement, je pense que c'est un point qui n'est pas dans nos modèles tels qu'ils sont maintenant, mais qui est très important à prendre en compte. Une crise qui durerait 3 mois à un tiers de temps est peut-être meilleure du point de vue macroéconomique, toutes choses égales par ailleurs, mais pour les secteurs pour lesquels la crise dure vraiment 3 mois, parce que le retour à la normale sanitaire est plus long, c'est une catastrophe et on a 10 points de PIB qui est concerné par ça. Donc il y a effectivement ici quelque chose, il me semble, de très très important à prendre en compte, qualitativement autant que quantitativement, pour voir qu'une crise sanitaire qui durerait plus longtemps peut être une catastrophe pour les bars, restaurants événementiels qui sont au cœur de ce demi-confinement, mais pour lesquels c'est un vrai confinement en réalité. Merci Daniel. Thomas, il y a une question de Antoine Dabundo, voilà, de La Croix. Oui. Donc, pourrais-tu expliquer pourquoi les investissements publics n'auront possiblement d'effets positifs que sur le court terme? Oui, alors je vais reprendre la slide qui… Donc en fait, je parlais justement du fait que c'est selon les projections du rapport économique, social et financier que pour nous, justement, les effets de l'investissement public ne se limiteraient pas au court terme à des effets. Donc on voit bien les effets de demande de court terme d'une hausse de l'investissement public, typiquement dans la rénovation des bâtiments dans le cadre d'une relance verte. On voit bien que ça joue à la fois de court terme sur l'emploi, dans le BTP, etc. On voit assez bien les canaux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les infrastructures, puisqu'on s'intéresse là à des infrastructures, peuvent aussi permettre… Il y a des complémentarités entre ces infrastructures financées par le public et ce que le privé pourra utiliser aussi après ces infrastructures. Et du coup, il y a un effet d'entraînement, si vous voulez, où cet investissement public et ce capital public créé pourra permettre d'autres investissements du côté du privé. Et c'est ces effets-là, c'est cet effet d'entraînement-là, c'est que si vous voulez, on arrive à indiquer c'est presque de la planification. En tout cas, quand le FMI dit aujourd'hui miser sur l'investissement public, c'est vraiment dans un cadre de planification. On change de modèle productif, on passe à une économie plus résiliente vis-à-vis des nouvelles crises qui vont irrémédiablement se poser à nous. Et donc, pour accompagner ce changement, l'investissement public est l'outil
essentiel. Et parce qu'il faut changer, il faut sortir de la vision d'un investissement public qui se fait au détriment de l'investissement privé. Il faut, par la qualité des investissements publics, évidemment que le sous-jacent, c'est d'avoir des investissements publics de qualité, mais les voir comme une complémentarité des investissements privés. Et donc, ce que, si vous voulez, le bémol que je fais par rapport aux estimations du Trésor, c'est que cet investissement public est vu avant tout comme quelque chose de très court-termiste et qui se limite à des effets de demande et potentiellement qui en plus entraîne de l'inflation, des hausses de salaire, etc. C'est vrai que là, j'invitais par cette slide à réfléchir un tout petit peu différemment au rôle de l'investissement public dans le monde d'après.